Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de revenir ici après l'an dernier, où j'ai découvert d'ailleurs après coup qu'on m'avait un peu jeté volontairement dans la fosse aux lions en croyant que j'allais me faire massacrer. Et puis bon, finalement, ça n'avait pas été le cas tant que ça, semble-t-il. Mais blague à part, là j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai choisi, qui n'est pas mon sujet de prédilection a priori. Moi je suis plutôt branché économie numérique, raison aussi pour laquelle je m'intéressais à Bitcoin. Mais le sujet que j'ai choisi d'intituler Bitcoin, potion magique du développement économique, en fait je vais plus vous parler de développement économique que de Bitcoin. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, alors on doit avoir un petit truc pour passer les slides ici. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que dans ces conférences entre bitcoiners, souvent on aime bien s'autocongratuler et dire à quel point Bitcoin est génial et dans quel domaine de Bitcoin ça va aller mieux, avancer vite, et l'adoption et ceci et cela. Et justement, on est un peu coincé entre nous parfois, à manquer de contradicteurs. Bon, il y a eu Jean-Marc Daniel à l'instant, que je salue au passage. Euh, J'avais eu l'occasion de discuter avec lui déjà de Bitcoin, mais je vois qu'il évolue lentement mais sûrement. Et c'est important, je pense, d'avoir voilà, y compris des autocontradictions, puisque moi, voilà, je vais vraiment essayer. Enfin, j'aimerais bien que Bitcoin soit la solution à tout, et je pense que c'est pas le cas, en particulier pour le développement économique. Alors, j'espère ne pas détruire un homme de paille en faisant cette présentation, mais il me semble quand même avoir entendu relativement souvent depuis une dizaine d'années que je m'intéresse à ça. Là, par exemple, l'expression Bitcoin fixes this. Donc, Bitcoin résout ceci ou cela. Et quel que soit le problème, c'est vraiment, je sais pas moi, le climat, les guerres, la pauvreté, enfin bon, ce genre de choses. Bon, je pense que Bitcoin ne résout pas tout. Et une autre expression sur laquelle j'aimerais rebondir, et c'est celle d'ailleurs de probablement mon speaker préféré au sujet de Bitcoin, donc c'est un des rares points où je serai en désaccord avec lui, mais c'est Andreas Antonopoulos, vous aurez peut-être reconnu, qui dit souvent Bitcoin is for the other 6 billion. Et il parle des gens qui sont débancarisés, qui sont dans les pays en développement, enfin qui n'ont pas accès à un système de finances stable et développé comme on peut connaître ici, quelles que soient ces imperfections qu'on aime bien souligner. Et là, pour le coup, je n'adhère pas trop à l'idée. Parce que justement, ce que je comprends un peu en sous-texte là-dedans, c'est que une fois qu'on mettrait, enfin comment dire, si vous introduisez une nouveauté radicale comme Bitcoin dans des sociétés justement qui étaient privées de monnaie saine, de système bancaire, etc., et que vous leur permettez non seulement d'y accéder, mais même d'avoir mieux que ça, puisque vous leur permettez carrément de s'affranchir des banques, de recréer des systèmes de crédit décentralisés et que sais-je. Donc, est-ce que ça va être vraiment comment dire, un catalyseur, un déclencheur d'une sorte de rattrapage du monde émergent, justement, sur le monde économiquement développé? Avant quand même de dire pourquoi c'est pas le cas, j'aimerais souligner un point pour être sûr de bien me faire comprendre, c'est que la monnaie stable, la monnaie saine, ça reste fondamental. Et même si la plupart d'entre vous, je pense ici, en connaissent les raisons, c'est pas pour rien que vous êtes ici, je rappelle quand même deux des raisons principales, ce ne sont pas les seules. La première, c'est que la monnaie permet le calcul économique, c'est-à-dire finalement de comprendre quels sont les besoins de l'économie, enfin de faire une sorte de remplacer ce qu'essayaient de faire les planificateurs soviétiques. C'est-à-dire d'essayer de comprendre que produire, comment produire, pour qui produire, donc décider de quantité, de quelle quantité de quoi s'échange contre quoi, ou de comment on va distribuer les quantités qui ont été produites aux différents membres de la population, etc. Bon, la monnaie permet justement que chacun ait une idée de la valeur de une chose contre toute autre chose, parce que justement, on arrive à l'exprimer dans une chose commune, qui est la monnaie. Bon. Et d'ailleurs, on fait souvent le reproche à Bitcoin d'être une mauvaise unité de compte. Mais ceci dit, un point important, dans ma présentation, je pars de l'hypothèse que Bitcoin a toutes les bonnes caractéristiques et est vraiment solide comme alternative monétaire. C'est-à-dire, je ne vais pas me lancer dans les débats sur est-ce que ce sera ou non une bonne monnaie. On va imaginer que oui. D'accord ? Donc, une bonne monnaie, elle permet le calcul économique et puis elle permet justement de pratiquer l'économie, et notamment quelque chose qui est fondamental dans le développement économique, même si c'est peut-être pas la raison principale, comme on le verra, c'est d'étendre le spectre de l'échange dans l'espace et dans le temps. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez justement quelque chose dont la valeur est reconnue, et la valeur non seulement présente, mais future, moyennant une certaine évaluation selon les époques, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre justement à échanger des choses qui viennent de beaucoup plus loin, parce que
enfin, comment dire, vous avez un instrument d'échange pour le faire et vous n'êtes plus obligé de passer, comme à certaines époques où il fallait passer par 10 intermédiaires différents pour échanger tel produit contre tel autre, mais ensuite il fallait rééchanger le deuxième produit contre un troisième parce que dans telle région, ils n'avaient pas besoin de ci, pas besoin de ça. Enfin bref, c'était des choses qui enrichissaient des tas de marchands et de villes au milieu des routes de la soie ou des choses comme ça. Mais on aurait pu faire des transactions beaucoup plus simplement si on avait justement des choses qui étaient acceptées comme monnaie. Donc ça, c'est pour le côté espace. Et dans le temps, bien sûr, c'est le fait de pouvoir épargner. Et là encore, dans une économie qu'on qualifie parfois, même si le mot est assez négativement connoté, de capitaliste, de fait, c'est quand même ce que c'est. C'est-à-dire que vraiment, on met de côté, on renonce à de la consommation présente pour améliorer l'appareil productif, et que ce soit des machines, des compétences, enfin ce que vous voulez, et on espère pouvoir produire plus après. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'au plus vous arrivez à vous projeter loin dans le temps, et au plus, bien sûr, vous pouvez faire un détour de production important, pour reprendre l'expression de Bambawerk, et vous arrivez finalement à avoir un effet de levier plus important sur l'ensemble de l'économie. Donc la monnaie est fondamentale, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, et ça, on a quelques exemples, je trouve, qui donnent une idée de pourquoi ça ne suffit pas, et ce ne sont peut-être pas des exemples qui se suffisent à eux-mêmes, mais je pensais au franc CFA. Donc vous savez qu'il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont justement une monnaie, alors qui n'est pas, comme on le dit, totalement contrôlée par la France ou que sais-je, mais en tout cas c'est une monnaie qui est adossée effectivement à la valeur du franc à l'époque et désormais de l'euro. Il y a une parité fixe et l'idée c'est notamment de maintenir une certaine stabilité des prix et donc de favoriser l'arrivée d'investisseurs étrangers, favoriser la capacité des pays à importer lorsqu'ils ont du mal à se procurer des devises étrangères, etc. Il ne vous aura pas échappé que ça n'a pas fait en sorte que l'Afrique de l'Ouest est devenue aussi prospère que le monde occidental. De même, des unions monétaires comme l'euro sont intéressantes à observer parce que on a bien vu dans le cas de l'euro justement que tout d'un coup on colle la même monnaie gérée de la même manière à des pays dont on estimait justement qu'ils avaient des performances en termes de gestion de monnaie qui étaient assez différentes. L'exemple typique, c'est l'Allemagne et la Grèce. Eh bien, 20 ans après, ou je ne sais pas combien ça fait, voilà, la Grèce n'est pas devenue l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas devenue la Grèce. Bon. Donc, il y a peut-être un effet de convergence qui se crée, mais clairement, je veux dire, la banqueroute de la Grèce, par exemple, qui a eu lieu en 2010, ça venait pas, ça n'a pas été empêché par le fait qu'ils avaient une bonne monnaie stable, parce que si vous ne produisez pas grand-chose dans votre économie, la monnaie stable vient pas vers vous, quand vous n'avez pas la capacité à l'imprimer vous-même. Donc, en réalité, ça ne change pas grand-chose, je pense. Donc, la monnaie ne suffit pas. Mais maintenant, si j'essaie de m'intéresser aux raisons qui expliquent le développement économique, et pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette slide « Pourquoi l'Occident ?» Parce que, justement, des historiens de l'économie, certains en tout cas, estiment que, justement, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic en Occident, notamment dans l'Europe du Nord-Ouest, aux alentours du XVIIe siècle, entre le XVIe et le XVIIIe, enfin plutôt XVIIe et XVIIIe. Entre le XVIe et le XVIIIe, j'y arriverai. Et que, à partir de ce moment-là, là où la croissance avait existé, telle qu'on peut la reconstruire en tout cas, on a des méthodes pour le faire, la croissance avait existé, mais était relativement molle, enfin c'était très très lent en tout cas, et là tout d'un coup, vous avez la croissance en courbe de hockey, là comme ça, qui monte et qui fait que la richesse, tout d'un coup, en un siècle ou deux, est multipliée par un facteur de 30, me semble-t-il. Donc ça fait du 3000%. Voilà. Donc là, vraiment, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Là, on avait des explications et on entend toujours des explications. Alors, à la liste que j'ai mis ici, j'aurais pu ajouter l'explication de l'invention de l'agriculture. Et vous voyez bien que l'agriculture, ça a été inventé indépendamment dans différents endroits du monde qui ne se connaissaient pas, etc. Et ça n'a pas donné le même résultat partout. On aurait pu ajouter le commerce. Est-ce que le fait de se mettre à commercer, je ne sais pas moi, quand la Méditerranée devient une zone commerciale dès l'Antiquité, oui, il y a un essor économique, etc. Mais est-ce que le commerce suffit ? En tout cas, probablement pas à expliquer cette espèce de moment charnière, cette espèce de déclic qu'il y a eu à un moment donné et qu'on a encore du mal à s'expliquer.
D'autres explications qui ont été avancées, alors bon, il y avait les explications racistes à la mode, ou en tout cas ethno-différentialistes, comme quoi, voilà, c'est une question d'ethnie, de culture, de ce que vous voulez. Certains sont faits finalement pour se développer économiquement et d'autres non, et resteront toujours dans la misère. Bon, ça, évidemment, on ne manque pas d'exemples pour voir que ça ne tient pas la route. Les explications historiques, là aussi, c'est un peu passé de mode, donc je ne m'attarde pas dessus. Déjà un peu plus récemment, il y a eu des théories qui sont restées célèbres, comme celle de Max Weber sur l'éthique protestante, qui aurait permis le développement du capitalisme en Occident, donc cette espèce de frugalité qui aurait poussé à l'épargne, et donc des individus devenus vertueux se seraient mis à épargner, et c'est ça qui aurait permis, justement, par le mécanisme du crédit, le développement économique. Là aussi, ça a du mal à tenir la route, car aussi loin qu'on puisse savoir, l'épargne a toujours existé, et dans toutes les couches de la population, pas seulement justement chez une certaine bourgeoisie soi-disant vertueuse, etc., telle qu'elle est décrite parfois par certains mouvements conservateurs. Non, ça s'est passé. On épargnait, comment dire, les paysans de tout temps ont épargné justement une partie de leur récolte pour semer et avoir des récoltes l'année prochaine, etc. Donc là encore, ça ne semble pas être une explication suffisamment féconde. Et puis, il y a les explications qui ont plus de succès, notamment à gauche, comme des explications qui reposent sur l'oppression. C'est-à-dire, finalement, certains se sont développés au détriment des autres parce qu'il y a eu l'esclavage, parce qu'il y a eu la colonisation. Ce sont des choses, alors bien sûr que ça a pesé, et évidemment que je ne discute pas l'aspect profondément immoral de ces institutions-là, mais là encore, historiquement, ça ne tient pas la route. La traite atlantique, finalement, a acheté, vendu moins d'esclaves que la traite ottomane, par exemple, ou qu'on appelle parfois la traite arabo-musulmane, et ça n'a pas donné une domination ou même une égalité technologique ou économique à l'Empire ottoman, qui s'est fait assez facilement balayer par l'Occident, justement lorsque l'Occident a tout d'un coup dépassé très fortement le monde ottoman, et le monde asiatique aussi dans le même temps. La colonisation, c'est pareil. Là encore, on a des endroits ex-colonisés, par exemple, qui s'en sont beaucoup mieux sortis que d'autres. Je veux dire, y compris sur un même continent. Il y a des pays qui ont des trajectoires très différentes alors qu'ils ont subi la même forme de colonisation, parfois par le même pays, etc. Donc, là encore, certains aimeraient croire que c'est l'explication. C'est probablement pas le cas. J'ajouterais qu'il y a peut-être aussi qu'une partie du succès dans les Européens à avoir tristement mis en esclavage une partie du reste du monde, ou colonisé une partie du reste du monde, c'était justement le résultat peut-être d'un développement économique utilisé à mauvais escient. Donc souvent, il faut pas toujours... c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui arrive en premier. Les ressources naturelles sont une explication aussi qu'on nous a souvent servi. Là aussi, ça tient difficilement debout quand on voit l'exemple de pays comme la Suisse, le Pays-Bas ou le Japon, qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, voire pas du tout pour certains, et qui pourtant ont réussi. Assez souvent, on observe même l'inverse. On a parlé parfois chez les économistes de malédiction des ressources naturelles, parce qu'il y avait des pays, je pense au Congo, et il y en a beaucoup d'autres, et la RDC, qui sont des pays parmi les plus riches en termes de ressources naturelles, et qui justement ne se développent pas parce que ça permet à leur gouvernement finalement d'acheter la paix sociale, de faire un minimum de développement d'infrastructures, etc., sans avoir à développer une société marchande, sans avoir à développer une économie diversifiée telle qu'elle a été développée en Occident à une certaine époque. Alors finalement, comment obtient-on ce développement économique ? Là, je vais vous présenter un peu un état de la recherche en la matière. Donc là, d'ailleurs, ce que je vous présente dans cette présentation, ce ne sont vraiment pas mes idées pour le coup. Je me suis appuyé sur un certain nombre d'auteurs que je cite à la fin, pour vous présenter un peu les termes du débat. L'explication, j'allais dire la plus à la mode en tout cas, qui a été la plus largement reconnue chez toute une partie des économistes, qu'on appelle les institutionnalistes ou néo-institutionnalistes, c'est l'explication justement du pouvoir des institutions, c'est-à-dire finalement ces arrangements sociaux et politiques qui existent, alors sur le plan juridique ou sur le plan économique. J'en cite quelques-uns ici, mais le fait justement d'avoir des contrats, parce que c'est bien beau d'avoir la monnaie et de pouvoir prévoir dans le futur, mais quand vous faites du crédit ou quand vous faites des contrats de livraison commerciale ou que sais-je, là aussi il faut une certaine manière de rédiger, des gens compétents pour arbitrer les conflits, etc. Donc
bien sûr, ça c'est fondamental. Et d'ailleurs, tous les économistes du développement le savent, même tous ceux qui sont à la Banque mondiale et compagnie, enfin, ils passent leur vie à le redire. Des choses comme les tribunaux, honnêtes, pas corrompus, des choses comme les registres publics. J'ai appris il y a quelques années, incidentellement, en allant à Mayotte, qu'il n'y avait pas de cadastre à Mayotte et que ça posait problème, justement, parce que c'était pas facile de faire du transfert de propriété. Et voilà, donc finalement, ça donnait une société assez figée, parce que votre titre de propriété, c'était le voisin qui dit que ça c'est à vous, oui, il confirme. Bon, donc ça, et pourtant on est en France, enfin, Mayotte c'est juridiquement la France. Donc vous voyez, c'est quand même assez frappant. Et au niveau économique, des choses comme la comptabilité en partie double. Voilà, je pourrais faire toute une conférence là-dessus, mais ce sont des inventions très sous-estimé, très sous-coté. C'est pas très sexy, mais en réalité, ça permet d'avoir une vision qui permet justement de planifier économiquement à l'intérieur de la firme, et surtout d'avoir aussi de la transparence par l'existence justement, l'accès aux comptes publics des entreprises, etc., d'avoir une transparence chez vos partenaires d'échange. Ça, c'est ce que Douglas North, que je cite à la fin, réunissait sous le terme de l'explication des coûts de transaction. C'est-à-dire finalement des institutions qui vous permettent de réduire les frictions qui vont exister chaque fois que vous essayez de développer quelque chose dans l'économie. Voilà, ça réduit le nombre de problèmes, ça résout un certain nombre de problèmes qui se posent immanquablement dès que vous essayez de produire quelque chose. Les sociétés par action, on pourrait en parler aussi. Là encore, pas toujours utilisé à bon escient. Finalement, l'origine des sociétés par action, c'est la compagnie des Indes orientales, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc., qui sont allés, là encore, piller, coloniser, mettre en esclavage, et tout ce que vous savez. Et puis, enfin, des choses comme le crédit. Là encore, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le crédit, même d'ailleurs, c'est probablement une des grandes choses qui manque à Bitcoin aujourd'hui. Nous, bien sûr qu'on est beaucoup entraînés chez nous à voir les travers de la finance, mais il ne faut pas oublier justement à quel point c'était un progrès quand même, justement, de pouvoir accéder, imaginez, à pouvoir accéder à de l'argent que vous n'avez pas, qui n'est pas à vous, on vous le prête, vous vous engagez à le rembourser, mais ça vous permet de faire quelque chose que vous n'auriez jamais pu faire dans le temps de votre vie en vous reposant uniquement sur votre capital. Enfin, c'est quelque chose à la base de merveilleux dans son principe. Mais ça pose quand même une question, cette histoire d'explication institutionnelle, c'est pourquoi ces institutions se sont développées justement en Occident à ce moment-là. Et là, je parle d'un petit problème de poule et d'œuf, parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, les institutions promeuvent le développement économique? Est-ce que ce n'est pas aussi le développement économique qui a abouti à des institutions qui a permis, par exemple, d'arriver à une certaine stabilité politique ou à des choses comme ça? C'est vraiment pas facile à savoir, et je ne suis pas là forcément pour résoudre le débat, mais en tout cas, c'est intéressant de comprendre comment ça a émergé. Et je dis émerger, parce que là, quand je dis que les institutions sont nées dans un moment et un lieu donné, non, bien sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a inventé tout un système juridique ou tout un système de droit constitutionnel, d'équilibre des pouvoirs et tout ça. Donc, bien sûr, ça a été une lente émergence. Et une possibilité d'ailleurs qui est évoquée par un économiste qui s'appelle Joel Mocker et qui dit que la fragmentation politique de l'Europe à l'époque de la Renaissance aurait grandement favorisé l'émergence d'institutions de qualité, parce que justement il y avait une concurrence effective avec des possibilités de migration des populations. Il y avait une concurrence comme ça entre tous ces petits États qui s'observaient toujours les uns les autres, se copier, regarder ce qui marche chez le voisin. Donc c'est une explication intéressante. Et le dernier auteur sur lequel je m'appuie, c'est une autrice, Deirdre McCloskey, et qui se place en opposition avec beaucoup de ses explications, et j'ai trouvé son point de vue très intéressant, donc je vous invite à le creuser. Et elle dit non, c'est pas l'accumulation de capital, c'est pas le commerce, c'est pas les ressources, c'est pas le crédit, c'est rien de tout ça. Ce qui compte, ce sont les idées. Et probablement que ça participe, je ne sais pas dans quelle mesure c'est complet comme explication. Cela dit, ça va avec l'histoire des institutions, c'est-à-dire que ce sont aussi les idées qui aboutissent à des institutions.
et des institutions qui produisent des idées. Il y a ce qu'elle appelle la révolution, voilà, ce ne sont pas exactement ces termes, mais ce qu'on pourra qualifier de révolution des idées libérales. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, là il faut que je prenne mes notes, des choses toutes bêtes économiquement, la liberté par exemple de fabriquer quelque chose pour un artisan ou de faire les choses pour un commerçant comme bon lui semble. À l'époque, les guildes de marchands vous disaient qui avait le droit de pratiquer tel métier dans telle ville et il n'avait pas le droit d'aller le pratiquer ailleurs. Et quand il le pratiquait, c'était selon des règles particulières avec des outils autorisés. Et si demain vous inventiez un outil plus productif que le voisin, on vous l'interdisait. Là, quand même, il faut un changement de mentalité pour arriver à se dire peut-être que finalement, c'est pas si mal de laisser les gens faire et de ne pas donner le pouvoir à des guildes extrêmement conservatrices. J'ai bientôt terminé. Sur le plan plus politique, la Magna Carta, la Grande Charte, vous savez, qui a limité les pouvoirs du souverain britannique au XIIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est quand même bien avant l'époque où on a eu beaucoup de changements de ce type-là. Ça apparaît en Angleterre, et là, c'est un changement politique profond aussi, et qui est une idée libérale, quoi, selon laquelle l'État n'a pas tout pouvoir, le souverain ne fait pas exactement ce qu'il veut. Enfin voilà, être souverain, c'est pas faire comme bon vous semble. Le triomphe de la raison, là c'est les idées des Lumières, c'est finalement cette capacité à tout remettre en question. C'est-à-dire que là, désormais, vous étiez autorisé et ensuite même encouragé à remettre en question tous les fondements de ce que vous pensiez savoir, à remettre en question, à privilégier l'idée de progrès sur l'idée de tradition. Là encore, ça nous semble peut-être évident à nous, mais je veux dire, pendant combien de temps est-ce qu'on a pensé que quelque chose était bien parce qu'on le faisait depuis longtemps? C'était une idée très répandue chez les Romains, d'ailleurs, semble-t-il. Donc voilà, cette idée selon laquelle on peut s'améliorer, et pour le faire, il faut discuter et ne pas se limiter pour savoir avec qui on discute, c'est ce qu'on pourrait qualifier de triomphe de la raison, et c'est extrêmement important, de même que la méthode scientifique, pour les mêmes raisons. Et dernièrement, la reconnaissance de l'égalité en dignité. Et c'est là où les derniers travaux de McCloskey portent beaucoup là-dessus. C'est sur cette explication qui est plus d'ordre moral. C'est-à-dire c'est vraiment le fait de ne plus mépriser le marchand ou le bourgeois parce qu'il fait une activité qu'on considère comme malpropre, pas noble, etc. C'est quelque chose qui s'est beaucoup vu dans les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies de l'époque, où justement vous avez au XVIIe siècle, les marchands commencent à être valorisés pour leur contribution à la société. Et donc on les reconnaît, on les intègre mieux à la société, on les laisse profiter de leur richesse pour acheter des bulbes de tulipes par exemple. Et à ce moment-là, vous avez les petits Pays-Bas qui conquièrent le monde, quasiment. Enfin, une partie qui ont un immense empire colonial conquis en très très peu de temps. Et un tas d'inventions qui ont fait aussi le capitalisme moderne. Et cette reconnaissance de l'égalité en dignité, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de distinction, non seulement juridique, il n'y a pas d'individu supérieur juridiquement aux autres, et il n'y a pas non plus de distinction dans le niveau de considération de facto. Donc ça, c'est quelque chose qui, là encore, nous semble évident, mais je pense que c'est très important de mesurer combien c'est récent et à quel point ça a demandé justement de changer l'état d'esprit pour arriver à cette conclusion-là. Voilà, donc je vous remercie et je cite les quelques auteurs sur lesquels je me suis appuyé, donc ça fait un petit début, une petite ébauche de bibliographie. Mais voilà, j'ai essayé de faire un tour rapide. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions éventuelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère les questions ou Il n'y a peut-être pas de questions, après tout. C'était très clair, c'est ça. Ok. Bon, oui, je suis désolé, je n'ai pas tout à fait tout compris, et notamment le rapport avec Bitcoin. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de revenir dessus, mais est-ce qu'éventuellement, vous pourriez parler du crédit? Parce que c'est quelque chose que j'entends revenir assez souvent. Des gens qui critiquent Bitcoin en disant on a besoin de crédit. Et pourquoi, en fait, il y a besoin d'un crédit donc unilatéral, dilutif, pour celui qui ne prend pas la décision de créer de la monnaie? Pourquoi ça serait une bonne chose?
La question est très pertinente parce que ça me permet de préciser que quand je dis crédit, je veux pas dire le crédit tel qu'il fonctionne actuellement. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous créer de facto de la monnaie créée lorsque des crédits sont accordés et que cette monnaie a la même valeur pour tout le monde et qu'on la force sur tout le monde, quels que soient l'émetteur du crédit en question. Dans un monde de monnaie privée en concurrence tel que l'imaginait Hayek dans la dénationalisation de la monnaie, qui est son dernier ouvrage, justement, ce sont des monnaies qui auraient une réputation et donc un cours de change proportionnel aussi à la qualité des institutions qui les émettent. Mais l'avantage, c'est que vous avez une souplesse dans la quantité de monnaie, parce que, là encore, si on accepte l'idée selon laquelle pour améliorer l'appareil productif, il faut bien que certains puissent prêter à d'autres, il faut bien que certaines ressources inutilisées ou sous-utilisées soient employées à quelque chose qu'on anticipe comme étant plus productif. Ça, vous ne pouvez le faire qu'avec une augmentation temporaire, en tout cas, de la masse monétaire. Et c'est pour ça que je pense que l'idée fausse qui circule dans le milieu Bitcoin, c'est l'idée selon laquelle, comme l'offre de monnaie est strictement prévisible et limitée, c'est ça qui garantit que ça va bien fonctionner en tant que monnaie. C'est la principale caractéristique qui garantit que ça va bien fonctionner. Or, je pense que c'est important psychologiquement, c'est extrêmement, c'est un signal très très fort, mais pourquoi 21 millions et ni plus ni moins? D'ailleurs, j'ai cherché l'explication avec l'aide de Ludovic Lars, que je salue au passage, acheter son livre, et qui m'a fourni quelques sources. Et en gros, on a l'impression que c'est à moitié aléatoire quand même, cette histoire des 21 millions, le rythme d'émission. Bon, ça ressemble un peu au rythme de minage de l'or, on n'est pas trop sûr. Donc rien ne dit, je pense, que ce soit la bonne quantité. Et de toute façon, que ça nous plaise ou non, si Bitcoin est adopté à un certain degré, je pense qu'il y aura du crédit qui sera adossé dessus. Alors ça ne circulera pas sous le nom Bitcoin, et ce sera peut-être autre chose, mais de fait, j'imagine pas un monde finalement où Bitcoin se serait imposé et où il ne circulerait que lui tout seul, même si on l'autorisait à circuler et qu'on n'obligeait pas les autres à circuler. Il y aurait quand même, je pense, des monnaies qui s'adosseraient à Bitcoin. Et de la même manière que c'est ce qui se faisait avec l'or, là encore, la monnaie papier, c'était une invention exceptionnelle. Ça a été détourné de son usage, et je pense que systématiquement ça le serait, donc c'est pour ça que c'est mieux de trouver autre chose, mais dans son principe, c'était quand même, c'était quand même un progrès, la monnaie papier. Et pour vous répondre simplement sur le rapport avec Bitcoin, vraiment l'idée était de dire le monde est complexe, l'économie est particulièrement complexe, le développement économique est une partie de l'économie encore plus complexe, je pense, et donc vous pouvez donner Bitcoin au reste du monde, vous ne leur ferez pas le cadeau de la prospérité clé en main, finalement. Voilà. Merci pour la présentation. On ne leur fera pas le cadeau de la prospérité. En revanche, il me semble que Bitcoin est parfaitement en accord avec les 3 idées de la fin, qui sont les idées libérales, le triomphe... Totalement, oui. Donc un peu, finalement, quand même. Ah oui, et c'est pas pour rien qu'on m'a invité ici, c'est que je suis tout à fait pro-Bitcoin, et je suis, depuis que je l'ai découvert et que j'ai pris la peine de lire un peu dessus, j'ai trouvé ça fascinant. Enfin, j'ai connu le même parcours que beaucoup d'entre vous, vraiment, c'était une obsession. Et c'est seulement maintenant que, justement, à force d'avoir passé la phase obsessionnelle, je m'intéresse plus aux limites, etc. Mais je trouve ça exceptionnel sur beaucoup de plans. Et justement, je vous ai dit, là je joue volontairement le party pooper, je ne sais pas quelle est l'expression en français, mais pour un peu chercher la petite bête. Mais vraiment, je pense que déjà, attention, c'est un gros plus d'avoir accès à Bitcoin, et c'est parfaitement en ligne avec toutes les valeurs libérales que je défends habituellement. Tu parlais d'institutions politiques ou sociales. On peut faire la distinction entre les deux. La comptabilité, c'est une institution plus sociale, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu connais Nick Szabo, le cryptographe. Oui. Il parlait de minimisation de la confiance pour la blockchain ou même Bitcoin. Donc ça permet d'abaisser le coût cognitif de transaction. Est-ce que ce n'est pas ça la potion magique de Bitcoin finalement, d'abaisser la confiance, le besoin de confiance? Et est-ce que ce n'est pas ça la potion magique, parce qu'on n'est pas dans une institution politique comme monétaire comme on a l'habitude, mais une institution plus sociale,
Et tu disais que les institutions sociales comme la comptabilité, le crédit, ça avait une force aussi de développement économique. Donc est-ce que du coup, c'est pas ça la véritable potion magique, c'est cette minimisation de la confiance grâce à Bitcoin? Dans les pays en développement, par exemple, est-ce que ça pourrait pas aider au développement économique? Aider en partie, mais ça fait pas tout. Justement, il y a des expériences qui consistent, vous savez, à laisser un portefeuille dans la rue et voir en combien de temps il va être ramassé et est-ce qu'il va être retourné ou pas à la police, au commissariat le plus proche, et savoir s'il sera retourné avec l'argent liquide qu'il y avait dedans ou pas. Et vous avez des résultats intéressants et vous voyez que généralement, d'ailleurs, les pays les plus développés sont ceux où le portefeuille est ramené avec l'argent dedans, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je pense, typiquement ce niveau d'honnêteté, de confiance qu'on peut avoir dans l'autre, pouvoir laisser sa maison ouverte, etc., ce qui se fait dans certains pays, dans certains endroits, c'est quelque chose qui a des racines plus sociales, et c'est plus du ressort vraiment de la sociologie, de l'anthropologie, ou de que sais-je, c'est pas à mon avis du ressort des économistes ou des juristes. Et pour la question, alors sur la distinction entre normes sociales et normes institutionnelles, enfin sociales, économiques, je préfère pas répondre là-dessus. C'est pas suffisamment mon rayon, donc vraiment, je pense que si vous allez lire les auteurs que j'ai cités, ce sera correctement expliqué par eux. Et en revanche, la question de la confiance dans Bitcoin, ça me permet de rappeler en 2 phrases ce que j'avais dit l'an dernier, parce que c'était le talk que j'avais fait sur la scène anglophone, que j'avais appelé le paradoxe de l'absence de confiance dans Bitcoin, et qui consistait à dire on aime bien dire do not trust, verify, et c'est vrai que théoriquement, bah oui, on peut tout vérifier, donc on peut faire confiance parce qu'on sait que tout le monde va vérifier, etc. Mais dans les faits, on est bien obligé de faire confiance à des intermédiaires, que ce soit des fournisseurs de portefeuille, que ce soit des intermédiaires, des plateformes d'échange par lesquelles on va les acheter. Enfin, on ne peut pas tout sécuriser, tout détenir soi-même, ou alors ça devient tellement, enfin c'est un boulot à temps plein, et les gens ne le feront pas, parce que je veux dire, nous on a peut-être que ça à faire, et ça nous amuse peut-être en quelque sorte de sécuriser nos propres bitcoins pour l'expérience, mais en réalité, on n'a pas le temps dans le monde des affaires et même dans le monde de la famille normale, moyenne, d'être paranoïaque à ce point et de tout faire soi-même et d'aller lire le code source du logiciel pour être sûr qu'il n'y a pas un bug inflationniste ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez à quoi je fais référence. Donc voilà, à mon avis, la confiance est mieux répartie et surtout elle peut se donner et se retirer beaucoup plus facilement dans Bitcoin. Donc oui, il y a bien cette question de la confiance, à mon avis, qui est nettement mieux gérée que dans tout système centralisé, mais comme je dis, on la déplace. Donc après, c'est à nous justement de trouver probablement l'arrangement social optimal par rapport à la réalité technique de ce qu'est Bitcoin. Hier, il y avait Louis-Alexandre Froissart qui justement travaille sur ce genre de choses. Comment vous faites quand vous faites des héritages, il faut bien faire des contrats. Enfin, vous ne pouvez pas uniquement tout automatiser. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup.